Bon, on a qu'à commencer. Alors en plus c'est un peu spécial cette semaine parce que avec donc Benoît Etienne et un autre Etienne qui est un peu caché, Etienne Guyon qui est caché dans les rangs. En fait on a écrit un livre, alors ça a pris pas mal de temps. Et donc le livre a été donc va sortir, enfin sort officiellement mercredi, mais vous pouvez en acheter déjà ici. Il y a Olivia de la librairie des Abbesses qui peut vous vous en fournir. Et donc il s'appelle Du merveilleux caché dans le quotidien. La conférence est un petit peu liée à ce qu'on raconte dans le livre, enfin en tout cas dans l'esprit. Ce qu'on voudrait voir aujourd'hui, c'est, on avait appelé la conférence Tempête dans un verre d'eau, entre guillemets savonneuse, on va voir pourquoi. Et la question... C'est toi qui parle. Je dis voilà. Juste qu'on va vous parler donc de force capillaire. Donc une première partie de l'exposé, ce sera de vous expliquer que sont les forces capillaires. On va jouer ensuite avec ces forces capillaires en les mettant en déséquilibre. Donc ça, ce sera le jeu. Et comment on les mettra en déséquilibre? De trois façons différentes. Soit en déséquilibrant avec des tensioactifs, ou avec de la température, ou en changeant la composition. Donc il y aura trois différentes sortes de générer des forces et des mouvements avec des interfaces liquides. Alors on va commencer par se demander si le capitaine Haddock a la berlue ou pas. Bon, alors la fac de Rennes est peut-être bloquée, mais ici on va pas annuler l'examen. Donc sortez une feuille, on va faire une interrogation. Quelle est la forme d'une goutte de pluie? Bon, on va vous aider un peu. Peut-être pas. Attends, mais j'en ai pas. Vous avez vu? Oui, bon. Bon, alors on va vous aider encore un petit peu. Ah, toi, tu as déjà là. Mais tu as triché, tu as déjà la réponse. On va donner des indices quand même. Donc le premier indice, ou je sais pas si c'est des indices, c'est peut-être pas des bons indices, mais des propositions. Donc le capitaine Haddock, lui, dit que les liquides prennent des formes de sphères. Peut-être. Mais il y en a d'autres qui voient des formes différentes. Donc il y a débat. L'auteur de Babar, ou Babar lui-même, je ne sais pas, voit des formes tout à fait différentes. Il prétend que les gouttes d'eau ont cette forme de larme un peu, avec une petite pointe à l'arrière de la goutte. Deuxième proposition. Et puis aussi de la grande littérature ou de la grande poésie. Apollinaire propose ce calligramme qui s'appelle Il pleut, qui s'intitule Il pleut. Et lui, il a la vision plutôt il pleut des cordes, quoi. Donc les gouttes sont des cordes. Donc voilà, trois propositions pour la forme d'une goutte d'eau. Donc on vous propose de peut-être voter. Okay. Alors on va dire A, c'est les gouttes sont rondes, B, les gouttes sont en forme de larmes, C, les gouttes de pluie sont en forme de cordes. Alors je ne vous vois pas du tout, mais peut-être on peut dire qui vote pour A? Ouais. D'accord, donc il y a une dizaine à peu près. Qui vote pour B? Ah ouais. Une autre dizaine, peut-être une douzaine. Un petit peu plus. Et qui vote pour C? 2, d'accord. Il y a quelques abstentions. Ouais. Autre chose. Autre chose, ça t'intéresse. Qu'est-ce que vous proposez? Autre chose. Ah, c'est autre chose, d'accord. Ok. Bon. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait du coup? Le plus simple, c'est de regarder. Hein, si on veut vraiment avoir la réponse, on va observer la pluie. Donc, José a trouvé cette illustration qui est censée me représenter il y a 15 ans à peu près, avec une autre collègue, il y a aussi 15 ans. Alors, ça a l'air d'être il y a 200 ans, mais c'est il y a effectivement 15 ans qu'on a fait à peu près cette expérience. Il faut la faire à deux. Il faut qu'il y en ait un qui soit au 4e étage, qui lance de l'eau par la fenêtre, et un autre qui soit au 1er étage, qui regarde l'eau passer devant la fenêtre du 1er étage. Et il faut un instrument un peu particulier, qui est une caméra qui filme suffisamment rapidement pour qu'on puisse voir les gouttes d'eau qui passent à toute vitesse devant la fenêtre. Une goutte d'eau, ça tombe à peu près à 10 mètres par seconde. Donc il faut aller vite. Et alors, qu'est-ce que disent ces films? Voilà ce qu'on voit. Il y a des petites gouttes rondes comme ça, et puis aussi des gros objets qui s'aplatissent, qui même éclatent, et puis finalement qui donnent des tas de petits fragments. Peut-être on va repasser le film si on peut. Ouais. Voilà. Donc il y a des petits objets, puis
cette goutte-là fait 3 mm de diamètre, l'autre fait plutôt 1 cm, et vous voyez que cette goutte d'1 cm, elle n'a pas du tout envie de rester ronde, elle s'aplatit, elle forme une espèce de bulle dans laquelle l'air s'engouffre, et elle éclate, et elle forme des tas de petits fragments qui, eux, sont plutôt sphériques. Ils sont un peu déformés, mais ils sont plutôt sphériques. Donc, je ne sais pas, moi je dirais que le résultat du vote, c'est que ceux qui ont misé sur les gouttes rondes ont plutôt raison. Peut-être ceux qui ont misé sur les autres formes ont un peu raison aussi quand même. Il n'y a pas beaucoup de gouttes pointues et il n'y a pas de cordes. Disons, les cordes, c'est les trajectoires des gouttes. Hein, et les gouttes pointues, c'est peut-être celles que vous voyez quand elles sont posées sur une joue triste ou sur une fenêtre un jour de pluie. Alors, on peut se demander un tout petit peu, alors là, c'est vraiment pour les professionnels hein, de la chose, pourquoi les gouttes s'aplatissent ou est-ce qu'elles sont toujours rondes? Visiblement non, il y en a qui s'aplatissent si elles sont grosses. Alors si elles sont grosses, elles ont tendance à tomber un petit peu plus vite et elles voient du vent s'écouler autour d'elles. En particulier sur les côtés, le vent va vite et puis juste en dessous d'elles et au-dessus d'elles, le vent est un peu bloqué. Donc la vitesse de l'écoulement sur les bords de la goutte est plus grande qu'au-dessus et en dessous de la goutte. Et il y a un effet qui s'appelle l'effet Venturi, qui dit que quand la vitesse de l'écoulement est grande, la pression est petite. Donc la pression sur les bords de la goutte est petite. L'air tend à tirer, à aspirer la goutte, et c'est ça qui tend à l'aplatir. Peut-être qu'il y a un... Voilà. Quand la vitesse est grande sur les côtés, la pression est petite. Et cet effet Venturi tend à aplatir les gouttes. Voilà, donc le résultat de la consultation, A a plutôt gagné, et puis D, autre forme, a partiellement raison aussi. Alors, on peut aussi se demander, je vous ai montré ici les gouttes de pluie, donc la manip est faite sur la Terre. Hein. Le capitaine Haddock, lui, n'est pas sur la Terre, il est dans l'espace. Donc, on peut se demander si son jugement était altéré au moment où il a vu cette sphère sortir de son verre. Et il y a un astronome qui s'appelle Scott Kelly, qui devait avoir un peu le sens de l'humour, je pense, hein, qui va nous montrer, qui a essayé de faire la manip du capitaine Haddock. Alors, est-ce que... faut juste que je clique dessus, oui. Et donc, il a cette espèce de raquette de ping-pong, un récipient, un contenant qui contient de l'eau, et il fabrique une grosse goutte d'eau. Donc, celle-là, vous voyez qu'elle est suffisamment grosse, mais elle tombe pas, ou elle tombe pas très vite, parce qu'on est en absence de gravité. Et vous voyez que le capitaine Haddock n'était pas si ivre que ça. Il avait bien raison de voir une grosse goutte ronde, parce que dans l'espace, on peut fabriquer des grosses gouttes rondes, puisqu'elles tombent suffisamment lentement pour ne pas être déformées par l'effet Venturi dont je vous parlais juste avant. Ce que je vous ai caché jusqu'ici, c'est pourquoi elles sont rondes finalement. Alors, on va proposer à José de répondre. Hein. Ok. Alors pourquoi elles sont rondes? Tout simplement parce que ce qui est rond, une surface pour un volume donné, la forme ronde, c'est ce qui permet de minimiser la surface. Alors pourquoi on veut minimiser la surface? En fait, alors là, on va faire juste un petit détour vers la physico-chimie des matériaux. En fait, si on prend un solide ou un liquide, en fait, c'est des matériaux qui sont faits de petites molécules. Et de manière générale, ces petites molécules, à cause de l'agitation thermique, elles vont vouloir se disperser. Et donc, s'il n'y a aucune interaction entre ces petites molécules, donc ces petites molécules, on les a représentées ici en bleu. Bon. Et donc, s'il n'y a pas d'interaction entre ces petites molécules, elles vont vouloir se disperser, elles vont faire un gaz. Et donc, pour que ces petites molécules restent accrochées les unes aux autres, pour qu'il y ait des petits atomes crochus entre elles, et du coup, il faut qu'il y ait des forces d'attraction, donc ces petites interactions moléculaires. Et ces forces d'attraction, si elles sont suffisamment élevées par rapport à l'agitation thermique, elles vont faire de la matière condensée. On va ainsi pouvoir fabriquer du solide ou du liquide. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que finalement, ces petites molécules bleues, elles sont contentes d'avoir leurs voisines. Elles ont ces petites interactions vertes, c'est plutôt favorable pour elles s'attirent. Et si je mets une interface, comme on a tout à fait en haut ici, si on met une interface, on va être obligé de casser des liaisons entre ces molécules. Et ce qu'on a symbolisé ici en rouge, c'est le manque de connexion qu'ont les molécules à la surface avec leurs voisines. Et donc du coup, ce qu'on peut se dire, c'est finalement créer une surface, créer la ligne noire qui est tout à fait en haut, va se traduire par ces manques d'interaction, ces petites flèches rouges. Et ces petites flèches rouges vont coûter une certaine énergie. Nous, on parle en énergie, donc c'est le prix. On peut voir une énergie comme un prix. Et donc ce prix à payer va être proportionnel au nombre de petites flèches rouges.
Et ce prix va être tout simplement proportionnel à la surface qu'on crée. Donc si je crée 2 mètres carrés de surface, je vais payer 2 fois plus d'énergie que si je paie un seul mètre carré. Et alors l'ordre de grandeur pour une tension de surface, une énergie de surface pour un liquide usuel, c'est assez petit, ça va être de l'ordre de 50 millijoules par mètre carré. Ça donne juste un ordre de grandeur. Nous on l'appelle gamma. Voilà, et donc ça explique pourquoi les gouttes sont rondes. Alors en fait, si on regarde dans la nature, il y a des choses qui ne ressemblent pas du tout des gouttes d'eau, mais où on retrouve un peu la même forme arrondie. C'est les pingouins, enfin pas les pingouins, les manchots. En fait, dans l'Antarctique, il fait vraiment très froid. Les manchots, ben, comme nous, ces animaux sont chauds, donc ils ont froid. Et donc pour éviter d'avoir froid, ce qu'ils font, ils se regroupent alors pas en boule, parce que là ils sont sur une surface, mais ils se regroupent en disques. Et du coup, ils se bousculent assez, parce que bien sûr, ceux qui sont au cœur du disque, ils sont contents, ils sont chauds, ils sont réchauffés par les autres. Mais ceux qui sont à la périphérie du disque, le long du périmètre, eux sont moins contents, puisqu'ils sont réchauffés d'un côté, leur face est réchauffée, mais leur dos est au froid. Et donc, ils n'arrêtent pas de se bousculer. Donc, ceux qui sont bien sûr au bout sur le périmètre, ils essaient de pousser un peu ceux qui sont à l'intérieur. Et donc, ils vont ainsi exercer une espèce de pression à l'intérieur du groupe de pingouins, de manchots. Et en fait, cette pression, on la retrouve aussi dans une goutte. L'eau qui est dans une goutte arrondie est plus forte que la pression, pardon. Et l'eau qui est dans une goutte arrondie a une certaine pression, et qui est un peu l'analogue des pingouins qui veulent rentrer à l'intérieur de la goutte. Ça en est de même pour une bulle de savon. Si vous crevez une bulle de savon, elle se dégonfle parce qu'il y a une pression à l'intérieur. La goutte voudrait être la plus petite possible. Ok. Je crois que c'est moi. Donc José vous a dit les deux mots. Il a parlé d'énergie de surface et puis il a parlé de tension de surface. Donc la tension, c'est des forces. Il a parlé de pression aussi. Donc il y a un lien entre les énergies, les pressions et les forces. Donc ce que je me propose là, c'est de commencer par une petite expérience pour vous montrer que les liquides peuvent exercer des forces. Alors, j'ai dans cette bassine des cadres en plastique qui font 1/10 de millimètre d'épaisseur. Et puis ces cadres, ils ont un manche pour que je les tienne. C'est des sortes d'anneaux et puis il y a un trou au milieu. D'accord ? Et dans la bassine, j'ai mis de l'eau savonneuse, donc c'est du Pexitron et puis l'eau du robinet. Et on va essayer de fabriquer un film de savon. Alors voilà, on va faire le noir. Je trempe, je vais essayer de tirer ce cadre en dehors de la solution savonneuse. Voilà, et là je crois qu'il y a un film de savon. Alors peut-être qu'on va, je ne sais pas si vous le voyez. J'arrive pas à le montrer. T'arrives pas à le voir. Ah voilà, ça voilà. Donc là on voit le reflet. Si on a de la chance, on va commencer à avoir des franges irisées qui sont un peu le symbole des films de savon. Et ces franges, on les voit que quand le film devient suffisamment mince. Donc il faut le temps que le liquide qui est contenu dans le film coule vers le bas sous l'effet de son propre poids. Donc là, moi je commence à deviner des franges. Et normalement de votre côté, si je me retourne, vous ne voyez plus rien parce que je bouge. Donc il y a bien un film de savon. Le cadre, entre parenthèses, ça n'a pas l'air de lui faire, ni chaud ni froid, hein, aucun effet. Donc il y a un très beau film de savon. Tout le monde l'a bien vu. Alors hop, toc. On va en faire un autre. Donc maintenant je prends un autre de ces cadres, qui est aussi en forme d'anneau, avec un trou plus gros à l'intérieur. Et je vais tendre un film de savon dessus. Et alors cette fois, vous voyez que il y a un film de savon. Ça va? Oui, on le voit sur la batterie. Et donc cet anneau, cette fois, se déforme beaucoup. Il forme une espèce de forme de 8 ou de cacahuète, qui est en 3 dimensions. Moi, je devine un peu des franges d'interférence. Je ne sais pas si vous en voyez aussi. Ouais. Mais en tout cas, on voit que cette petite lame, cette mince lame de liquide, peut exercer une force suffisante pour déformer cet objet qui est suffisamment mince pour être flexible.
même en appliquant des forces qui ne sont pas très très élevées. Alors, j'ai oublié un peu ce qui se passe ensuite, mais... Voilà, donc le film de savon tire sur les bords du cadre et il fléchit cette structure qui est suffisamment souple. Donc il y a bien des forces exercées par les liquides, c'est ça qu'on appelle les forces capillaires. Et en parlant de cacahuètes... Voilà. Ah oui, en parlant de cacahuètes, vous allez voir que... Donc là, on a vu qu'il y avait des forces, et après on peut se demander, mais comme dans le jeu où on tire à la corde, qu'est-ce qui se passe? Alors si les deux équipes tirent avec la même force, mais il ne va pas se passer grand-chose. Donc c'était par exemple ce qui se passe dans le cas du gros anneau où ça tire, mais l'anneau résiste. Mais on peut se demander, qu'est-ce qui va se passer maintenant si ça tire plus fort d'un côté que de l'autre? On se dit, ça va bouger. C'est ce qui se passait d'ailleurs d'une certaine manière dans le cadre plus fin, où finalement le film déforme le cadre. Mais là, on se dit, mais maintenant, dans le cas du film, la tension de surface était la même partout dans le film. Et maintenant, on peut se demander, si jamais on met un peu plus de tension de surface d'un côté du film que de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Et alors pour ça, on va tricher un petit peu, on va essayer de mettre un petit peu de... On va rajouter quelques ingrédients, on va jouer un peu sur la chimie, donc on va mettre du tensioactif. Alors qu'est-ce que du tensioactif? C'est du savon. Et on va faire l'expérience suivante. Qui consiste donc à mettre dans une boîte de pétri, on va mettre de l'eau, tout simplement, et puis à la surface de cette couche d'eau, on va mettre un petit anneau en élastique, voilà, qui va flotter, et on va rajouter du produit vaisselle à l'extérieur de l'anneau, et on va voir ce qui se passe. Donc voilà l'expérience, voilà, la bouteille d'eau est là. Donc là, j'ai une petite boîte de pétri. Tu es devant le truc? Ah oui, je suis devant le truc, c'est pas très malin. Ça, c'est beau. Ah, ça, c'est beau, mais voilà. C'est beau, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Et voilà, donc je vais poser cette espèce de petit vermicelle. Donc c'est un petit anneau fait en élastomère de silicone, donc qui est très souple. Je mets dessus, il devrait flotter, voilà. Et on va rajouter une petite goutte de produit vaisselle. Donc ça, c'est du produit vaisselle qu'on a pris dans la cuisine. Et on va le mettre, essayer de mettre l'anneau au milieu. Voilà. Alors je mets juste une petite goutte. On va voir ce qui se passe. Alors là, je peux le faire qu'une fois. Oh, ouais, ça a marché. Super. Donc ça fait une cacahuète. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Ça fait une cacahuète. Alors du coup, on peut se dire, oui, mais c'est bizarre, pourquoi ça fait cette cacahuète? J'avais un anneau qui était bien circulaire, et puis en mettant ce produit vaisselle, boum, ça l'a écrasé. Donc on se dit peut-être que le produit vaisselle est venu appuyer sur la paroi de l'anneau, et est venu exercer une espèce de pression à la surface, enfin une espèce de pression de surface. Et alors pour prouver que c'est le cas, j'ai encore un petit peu de produit vaisselle sur ma pipette. Si alors là par contre je ne pourrais pas faire marche arrière, si je mets du produit vaisselle à l'intérieur de l'anneau, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va s'ouvrir. On essaye quand même? Voilà. Oh ben là il y a une bulle en plus. Voilà, alors comment ça marche? On peut gratter le truc. Voilà, comment ça marche? Alors, voilà, donc comme je vous disais, on a joué un petit peu sur la chimie. Alors qu'est-ce qu'on a mis? Donc le produit vaisselle, c'est de manière un peu grossière, c'est comme un savon. Et alors ces molécules de savon, elles sont faites de manière très schématique, on peut un peu les voir comme ces espèces de petits ronds avec la petite queue en tire-bouchon. Donc c'est des molécules un peu bizarres qui ont une partie qu'on a symbolisée ici par le petit rond bleu qui aime l'eau. Donc ça va être quelque chose de ionique par exemple, ou quelque chose comme un alcool, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui aime bien se dissoudre dans l'eau. Et puis l'autre partie de la molécule, au contraire, elle n'aime pas l'eau. Donc ça va être par exemple une chaîne de type chaîne carbonée. Et du coup, ces molécules, elles sont un peu bizarres, puisqu'il y a une partie qui aime l'eau, une partie qui n'aime pas l'eau. Et si on les met ces molécules à la surface de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Elles ne vont pas spécialement avoir envie d'aller en solution, puisque la partie rouge n'a pas envie d'aller dans l'eau. Et une solution, finalement, c'est que la partie bleue se mette dans l'eau, la partie rouge sorte de l'eau et reste à la surface. Et donc ces petites molécules vont se mettre à la surface de l'eau. Comme tout composé, elles vont vouloir, comme toute molécule, elles vont être soumises à l'agitation thermique, elles vont s'agiter un peu dans tous les sens. Et donc en s'agitant, elles vont exercer une pression à la surface qui va venir écrabouiller l'anneau. Okay, ces petites molécules qu'on a symbolisées en jaune sur le schéma du dessous s'agitent et exercent une pression qui va écraser l'anneau. Et donc c'est pour ça que l'anneau se déforme.
Voilà, alors une autre expérience que je crois que c'est Benoît qui va nous faire. Ouais. Alors c'est un peu l'expérience inverse, ça vous pouvez vraiment la faire dans votre cuisine. Donc, j'en profite pour vous faire remarquer que dans les expériences qu'on a montrées jusqu'à présent, il y en a qui sont très classiques et il y en a qui le sont moins. Par exemple, celle de la cacahuète, c'est une qu'on a faite au labo. Et donc, il y a des mélanges de... Il y a des choses assez actuelles dans ce qu'on vous montre. Alors là, je vais peut-être pas passer en noir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, eh ben, on va mettre un produit vaisselle sur une interface et on va voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est une expérience très classique par contre, que vous avez peut-être déjà vue. Ça, vous pouvez vraiment le faire dans la cuisine. Donc, vous pouvez. Donc, j'ai mis de l'eau dans cette boîte de pétri. Je mets du poivre et le poivre se met à la surface et il se répartit un petit peu partout. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si je mets une goutte de savon là-dessus? Donc, ton truc de savon, il est là, je crois. C'est celui-là. C'est celui-là. Donc, alors ça, certains connaissent déjà cette expérience dans la salle, je le sais, parce que je l'ai fait avec certains. Donc, si on met ici ma petite pipette avec du savon au centre, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Oula! Le poivre a été complètement évacué sur les côtés. Alors, pourquoi ça? Vous avez compris peut-être pourquoi. Eh bien, il y a un déséquilibre ici, de nouveau. Donc, tout à l'heure, donc si on met du savon sur cette partie centrale, alors il y a l'interprétation de José qui dit bah, le savon va vouloir s'étendre partout, recouvrir la surface air liquide, et en ce faisant, il va repousser les grains de poivre. Une autre façon de voir, c'est de dire qu'on a en quelque sorte changé la tension de surface. Chose que tu n'as peut-être pas dit exactement. En quelque sorte, on a changé, on peut dire que quand l'interface est recouverte de savon, eh bien, tout se passe comme si son prix était moins cher, comme si cette interface tirait moins fort. Donc, vous imaginez un endroit ici où vous avez du savon de ce côté-là et pas de savon de ce côté-là. Ben, vous voyez que ça tire très fort ici et ça tire moins fort là. Et donc, au total, celui qui tire fort gagne et il va étirer l'interface vers ce côté-là. Donc cette expérience-là, elle est très simple, vous pouvez la faire là, dans la cuisine. Et elle nous montre que quand il y a un déséquilibre de tension de surface, quand il y a une différence de tension de surface, eh bien, il y a un mouvement. Alors, je crois qu'on va faire une autre expérience. Si tu Tout à fait. me montres... Donc voilà, c'est les poivres, ça c'est l'explication. Voilà, alors maintenant je vais vous faire une expérience que certains connaissent aussi dans la salle, qui est en fait une très vieille expérience, mais qui est très jolie. Qui est un peu plus artistique. Qui est plus artistique. Et qui est ce qu'on appelle, que les Japonais appellent suminagashi. Alors suminagashi, ça veut dire l'encre qui flotte sur l'eau en mouvement. Et en fait, c'est une technique japonaise pour faire des dessins. Alors, je vous montre comment ça marche. On verse de l'eau. Et on a ici j'ai deux peintures un petit peu particulières, du bleu et du rouge. Je mets dans des petits récipients. Et cette peinture est un petit peu particulière parce que y a du pigment, mais il y a aussi un petit peu de surfactant, de savon, qui a une propriété spéciale, c'est qu'il est assez soluble dans l'eau. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc là, j'ai deux pinceaux. J'en ai un que j'utilise pour le rouge. Donc ça, c'est une technique vraiment ancienne japonaise. Et un autre qui va me servir pour le bleu. Et si je mets une goutte de rouge... Oui. Ouais. Est-ce qu'on est au point là? Oui, on est très bien au point. Alors voilà, boum, hop là. Est-ce que vous avez vu le rouge qui s'est étalé? Bon, ça, c'est l'effet qu'on connaît bien. J'ai mis en gros du savon de ce côté-là et il va s'étendre. Ce qui est plus intéressant, c'est que si je mets maintenant du bleu, il s'étend également. Mais, alors je peux recommencer, et donc c'est ce que font les Japonais très bien. Donc on peut faire plein de fois. Alors le bleu, il a tendance à faiblir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut. Et ça, c'est inhabituel, parce que si vous essayez de faire ça avec de l'encre et du savon, vous allez voir qu'assez rapidement, l'eau se sature en savon et l'effet est terminé. Alors, mais là, je peux aller le faire autant de fois que je veux. Et on arrive à organiser comme ça cet ensemble d'encre.
Alors on peut aussi jouer après à faire des jolis... là je vais passer un cylindre à l'intérieur. Alors vous voyez des jolis tourbillons. Là, si vous aimez la mécanique des fluides, vous avez une instabilité très jolie. Alors, on peut continuer comme ça, voilà. Et alors ce que font les Japonais, ce qui est très beau, c'est qu'avec un morceau de papier, on peut le poser à la surface de l'eau. Hop, je vais faire ça. Bon, alors là. Hop. Je laisse un petit moment. Alors là, il y a un coup de main à attraper. Et ensuite, je vais le couler par-dessus. Donc là, j'ai complètement mélangé les choses. Et vous avez, normalement... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, il n'est pas si bien réussi que ça, mais... Bon, si. Ça va, bon. Je ne sais pas si on peut le voir, mais on le regardera peut-être tout à l'heure. Ah, il faut que je me mette par ici, alors. Par là, ouais. En fait, il ne faut pas... Ah, voilà, c'est ça, je voulais pas le mettre. Bon, voilà, donc vous avez des marbrures. En fait, c'est une technique pour obtenir des marbrures qui est très ancienne et qui a des techniques cousines qui existent en Turquie, qui s'appellent Ebru, si je prononce bien. Et c'est à la base des techniques pour fabriquer les marbrures dans les couvertures de livres. Bon, ça nous ramène à l'édition. Donc, je vais peut-être vous faire une deuxième petite expérience pour vous montrer que c'est en fait ici un problème de tension de surface. Si on refait la même chose, si je refais la même chose, mais que je n'ai pas un joli, que j'ai pas bien nettoyé mon plat, donc si j'ai un petit peu de savon, donc là je vais rajouter un petit peu de savon. Alors évidemment, le savon gagne sur tout, et malheureusement, vous allez voir que maintenant, vous voyez que il n'y a plus d'effet ça marche plus. Alors pourquoi ça marche plus? Ça marche plus parce que le savon est beaucoup plus puissant que le surfactant qui contient ces peintures. Et en plus, le savon, lui, ne se dissout pas dans l'eau, donc il reste là pour toujours et il occupe la surface, alors que les autres étiraient le pigment et puis se dissolvaient dans le liquide. Et donc on pouvait de nouveau jouer à étirer la surface petit à petit. Donc voilà une jolie application du déséquilibre des forces de tension de surface. Alors maintenant... Alors une autre application a servi comme principe d'un jouet qui était à la mode dans les expériences de salon du 19e siècle, qui est le bateau au camphre. Donc ce sont des petits bateaux qui font quelques centimètres de long, typiquement 2 ou 3 centimètres. Et ces petits bateaux, à l'arrière de ces petits bateaux, on accroche un tout petit morceau de camphre, ça sent très bon, et en plus, ça permet d'assurer la propulsion de ces petits objets. Donc vous avez le modèle de 1889, le modèle des années 1950, je ne sais pas si on en voit encore, mais j'en ai pas trouvé, mais c'est moins voilà. la mode. C'est moins la mode. Donc on va faire l'expérience. Nous, notre petit bateau, on va le mettre dans un bain d'eau, comme on vous a déjà montré plusieurs fois depuis le début. Notre bateau, c'est un petit objet, voilà. Plusieurs modèles, mais j'ai une pince, comme ça je pourrais l'attraper plus facilement. Voilà. Donc c'est un petit objet en plastique, découpé dans une feuille de plastique. Cette feuille de plastique, elle fait une fraction de millimètre d'épaisseur. On a mis un petit trou au milieu. Je pose ce bateau sur le bain d'eau, il flotte, c'est normal, c'est un bateau. Et puis il faut que je mette le moteur. Alors le moteur, il est là. C'est du camphre, ça se trouve en pharmacie, ça sent fort au moins, vous jugerez par vous-même si ça sent bon ou pas. C'est un des ingrédients du baume du tigre. C'est un peu l'odeur du baume du tigre. Alors il faut que j'arrive à attraper un petit morceau dans ma pince, là. On ne se laisse pas faire. Et je vais mettre ce morceau de camphre dans le réservoir d'essence du bateau. Et voilà, donc le petit morceau de camphre, on le devine un tout petit peu. Et vous voyez que ce bateau, ça y est, c'est parti. Il est motorisé. Voilà. Il se déplace à quelques centimètres par seconde.
Alors pourquoi il se déplace? Eh bien, il se déplace pour la raison qu'on vous a montré déjà dans plusieurs des expériences précédentes, qui est que le camphre, c'est aussi un genre de tensioactif. Donc, quand on le dépose à la surface de l'eau, il diminue la tension de surface de l'eau. Donc ici, on a laissé juste un petit trou, vous voyez, à l'arrière du bateau pour que le tensioactif puisse s'échapper. Donc il peut s'échapper à l'arrière, il diminue la tension de surface à l'arrière du bateau, mais pas à l'avant. Donc le liquide qui est à l'avant tire plus fort que celui qui est à l'arrière, et donc ça propulse le bateau. Mais là, il a déjà fait, le temps que je parle, il a dû faire 3 ou 4 tours, et donc on pourrait penser qu'il y a du surfactant partout. Eh bien non, il n'y a pas du surfactant partout, parce que le camphre est aussi, alors il est soluble, en plus il s'évapore visiblement, parce que ça sent très fort, donc il y a plusieurs moyens de l'enlever de la surface. Et donc cette surface se régénère au fur et à mesure que le bateau avance, et donc il peut faire plusieurs tours comme ça. J'ai lu cet après-midi que ça pouvait marcher pendant un quart d'heure. Je vous propose de ne pas attendre un quart d'heure. Et qu'est-ce qui se passerait si tu mettais du savon? Et qu'est-ce qui se passerait si je mettais du savon? On va essayer. S'il n'est pas cerné, il va n'importe où. Pardon, s'il n'est pas cerné, il va droit devant lui s'il est bien équilibré. Et puis si je ne lui ai pas donné la bonne forme, il a tendance à tourner un peu autour de lui-même. Ça, on peut peut-être le voir. On va prendre un morceau de camphre. Ah oui, c'est joli aussi. Et puis on va le déposer sur la surface. Mais alors vous voyez que il tourbillonne dans tous les sens, ces petits morceaux de camphre. Parce qu'ils ne sont pas symétriques. Et du fait qu'ils ne sont pas symétriques, eh ben, ils peuvent tourner autour d'eux parce que la répartition des tensions de surface faibles est forte autour de lui et lui donne cette propriété de je ne sais pas comment on l'appelle, gyro, je ne sais pas quoi. Et alors si on met vraiment du tensioactif, eh ben, essayons. Voilà. Ouais. J'ai peur qu'on ne voit plus rien. Oh. Voilà, pouf, c'est fini. Donc le tensioactif, le pexitron est plus fort que le camphre. Et il est permanent. Il est permanent, voilà. Il ne se dissout pas si bien que ça dans l'eau. Ou alors j'en ai mis beaucoup. Donc, pour couvrir la surface, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Il faut mettre une couche de molécules à la surface. C'est presque rien. Avec une goutte, il y a largement de quoi couvrir la surface avec une couche de molécules. Je ne sais plus très bien non plus. Ah oui, donc jusqu'ici, on a changé la tension de surface avec toujours le même moyen qui est mettre des molécules à la surface, mettre du savon à la surface. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de changer la tension de surface, justement? Peut-être qu'on peut essayer avec la température. Alors l'expérience qu'on va faire, c'est une expérience assez classique qui a été faite par Henri Bénard, donc dans les années 1900, qui a soutenu sa thèse en 1901. En fait, on a un grand amateur de Bénard au laboratoire qui s'appelle José Eduardo Westfred qui m'a passé quelques films, quelques documents sur Bénard. Et donc l'expérience est très simple. Elle consiste à, donc toujours avec nos fameuses boîtes de pétri, donc nos petites boîtes circulaires, de mettre une couche d'huile millimétrique dans cette boîte, avec des petites paillettes pour voir les écoulements d'huile, et de chauffer par en dessous. Donc je vais chauffer à peu près à 70 degrés. Donc voilà, alors je vais... Alors là, par contre, on va passer ça avec avec la webcam, donc il faut juste que je quitte. Et je fasse ça. Voilà, donc là, normalement, vous voyez, je vais mettre en plein écran. Si je fais ça, full screen. Super. Donc là, ce que vous voyez, c'est la plaque chauffante. Alors, j'ai un petit capteur de température, alors qui n'est peut-être pas super... Ok, je vais essayer de ne pas me brûler quand même. Hop. Donc, juste pour vous dire, voilà, il y a une cinquantaine de degrés. Et je vais mettre ma petite boîte avec mes... Attends, je vais bien les particules un peu sédimentées entre temps. Ok, un peu agité là. Alors, on met ça à la surface et je vais peut-être chauffer un peu plus. Un petit capteur de température. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais ça vient, non? On y croit, on y croit. On y croit, on y croit. Je fais un peu plus.
passe rien. Ça peut mettre un peu de temps de chauffer. Ça Quand passe un même. peu de temps, non? Ça marche nickel, tout ça. Ah, ça vient, non? Ah, il faut être un peu patient, hein. Il se passe rien, José. En fait, je pense qu'il se passe, mais qu'on ne voit pas. Il se passe, mais on ne voit pas. Je pense, ouais. C'est que les particules sont au fond. Attendez, on va réagiter un petit peu le... Ah, ouais. Et si tu en remets un peu. Je peux t'en remettre un peu, ouais. Tu veux racler un peu pour mélanger? On agite un petit peu. Tu veux la spatule? Ah, là on voit mieux. Ah, ah. Il y a comme un frémissement. Ah, ah. En fait, ça se passait, mais on ne voyait pas. Donc, en fait, pourquoi on ne voyait pas? Parce que je vous ai dit, on a mis des petites paillettes pour voir l'écoulement du liquide, mais il se trouve que ces peties paillettes avaient sédimenté complètement au fond de la boîte. Et donc, du coup, le liquide bougeait, visiblement, il se passait des choses dans le liquide, mais on ne le voyait pas. Et, Ça commence à être pas mal l'image. là, ça commence à être pas mal. Alors, je vais peut-être mettre en mise au point... attendez, je vais Non, juste c'est pas faire si ça. mal, non Si je fais ça... Je peux peut-être le régler à la main, là, ça sera mieux. Il faut que tu enlèves auto. Là. Ah, c'est pour ça, oui. Voilà. Petit ajustement. Voilà. Voilà. Et on remet en plein écran. On peut montrer l'image de l'ordinateur. Là, ça commence Là, à être bien. ça commence à être sympa. Là. Voilà. Vous voyez, ça fait des petits motifs. Avec les yeux de la foi, ils sont parfaitement hexagonaux. Les yeux de la mauvaise foi, tu veux dire. Et voilà, et donc on a cette espèce de petites cellules hexagonales qui ont beaucoup étonné Bénard. On ne comprenait pas trop d'où venaient ces petits motifs. Alors si on regarde un tout petit peu plus près, on verra que dans ces petits motifs, il y a du liquide qui monte, qui vient du dessous, qui va sur les côtés et qui repart en dessous. Et donc, oui, les endroits on voit mieux, mais... Et donc voilà, donc, ça a beaucoup étonné Monsieur Bénard. Ah oui, il n'est plus. Ah, il faut que tu enlèves ton. Ah ouais. Et voilà, donc ça c'était l'expérience. Hop. Ouais, hop là. Voilà, donc ça, alors juste pour vous présenter Monsieur Bénard, donc c'est le monsieur qui est. Donc ça c'est une photo d'une promotion de l'école normale de 1896. Et en fait, il y a deux messieurs, enfin, il y en a les autres sont aussi connus, mais il y en a deux en particulier qui sont connus ici. Donc il y a Paul Langevin qui est le monsieur à moustache. Alors tous ont des moustaches, d'ailleurs à l'époque pour faire de la physique, visiblement il fallait avoir une moustache. Donc il y a Paul Langevin qui a donné son nom à l'amphi, enfin dont on a donné le nom à l'amphi en son honneur, qui était directeur de l'SPCI il y a un siècle. Et Henri Bénard qui est à sa droite. Et visiblement ils sont en train de regarder une expérience. Alors je ne sais pas si c'était l'expérience de Bénard. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'expériences. Et en particulier, c'est un des pionniers à avoir utilisé le cinéma pour diffuser au grand public des expériences scientifiques. Et alors à l'époque, Gaumont, le cinéma Gaumont, était très intéressé pour faire des films dédiés à l'enseignement. Et il y a donc dans les années 1913-1914, il y a eu si vous alliez au cinéma, avant le film, il y avait des espèces d'actualités. Et en plus de ces actualités, il y avait également des petits films scientifiques, dont certains avaient été tournés par Bénard, donc ça s'appelait Tourbillon cellulaire. On savait peut-être parfois un titre un peu étonnant. Et donc Eduardo Westfred, qui est au laboratoire, a pu récupérer des films originaux de Gaumont. Et donc on voit ici, alors ça se trouve ça a mieux marché que moi. Donc là on voit Monsieur Bénard qui est en train de déposer de la poudre pour illustrer l'écoulement du liquide à la surface. Et donc là on voit les petites cellules qui font vraiment des choses qui ressemblent à des hexagones. Et on voit les petites particules qui forment ces petits réseaux. Dans la suite, on le voit. Voilà. Et donc là, on voit vraiment, c'est ce que je voulais vous montrer. Tu pourras le remontrer parce que ça. Peut-être qu'on pourra le remontrer, ça marche beaucoup mieux là, une fois que ça s'est un peu stabilisé. Et donc on voit ces petits. C'est peut-être pas super net. Bon, c'est un film de 1913. Voilà. Et donc en fait, dans ces cellules, on a du liquide qui remonte du fond de la cuve au centre des cellules et qui va replonger au fond des cellules
au fond de la cellule à la périphérie. Peut-être qu'on peut... Voilà, on le voit bien là, je vais vous remontrer un petit coup de... Ouais, c'est pas mal, non? Moi je vois bien, je ne sais pas si c'est très clair sur le... Voilà, vous avez des motifs qui apparaissent en tout cas. Voilà, ça aussi vous pouvez le faire à la maison. Donc, si vous mettez de l'huile sur une plaque chauffante avec des petites particules pour visualiser l'écoulement, vous observerez la même chose. Voilà, alors après on peut se demander, ouais, mais pourquoi ça fait ces cellules? Alors il y a plusieurs explications. Alors il y en a une qui n'est pas la bonne explication, mais qui est l'explication de M. Rayleigh, qui était quand même un grand physicien des fluides, et qui a dit, ah ben, ok, si vous chauffez en bas, finalement, si vous prenez un liquide que vous le chauffez, vous allez le dilater, et donc il va être plus léger que le liquide qui est moins dense, en tout cas, que le liquide au-dessus qui est plus froid. Donc ça, c'est le principe de la montgolfière. Vous prenez un fluide, vous le chauffez, et si ce fluide devient moins dense que le fluide environnant, et donc la montgolfière monte. Et donc l'explication de Rayleigh était la suivante, c'était de se dire, ben voilà, j'ai donc un liquide moins dense en bas qu'en haut, donc si c'est moins dense en bas qu'en haut, ça devrait remonter. Ça devrait remonter comme une montgolfière. Donc, imaginons que notre montgolfière, c'est la petite boule rouge. Donc, c'est une petite boule rouge de liquide chaud qui aurait envie de remonter par convection. Bon, elle va remonter. Mais en même temps qu'elle remonte, il va avoir un échange thermique. Elle va être environnée de liquide plus froid. Et donc, elle va se refroidir au contact du liquide qui est plus froid. Donc, elle va perdre sa chaleur. Et donc, on peut se dire, ouais, mais peut-être que... donc, il y a une espèce d'équilibre qui peut se faire entre le fait qu'elle a envie de remonter et l'échange thermique. Et donc on peut se dire, dans quelles conditions ça va se mettre à tourbillonner? Ben, ça va se mettre à tourbillonner si ça remonte plus vite que ça ne refroidit. Ou dit autrement, si la diffusion thermique se fait trop rapidement, la montgolfière qui est en train de monter va se refroidir et donc elle n'aura plus envie de monter, ça va s'arrêter. Et donc il y a un critère donc, de Rayleigh qui lui dit que dans certaines conditions, la montgolfière va arriver en haut avant qu'elle ait eu le temps de refroidir, et du coup, on va avoir ces rouleaux de convection. Voilà, donc ça, c'est l'explication officielle de Rayleigh. Et en fait, ça, c'est une explication qui n'est pas la bonne ici, en fait, mais qui est une explication qui est tout à fait valide. Alors, elle, on va la retrouver à grande échelle, en général. On va la retrouver dans une casserole, par exemple, quand vous faites chauffer vos pâtes. Vous voyez qu'il y a des tourbillons qui apparaissent également, les pâtes s'agitent. Alors, pourquoi elles s'agitent? C'est parce que l'eau chaude au fond de la casserole va avoir tendance à remonter, alors que l'eau froide, elle va avoir tendance à redescendre. On retrouve ce type d'écoulement à une beaucoup plus grande échelle si on regarde dans les écoulements dans le manteau terrestre. Il se passe la même chose. Le cœur de la Terre est beaucoup plus chaud que la périphérie, que la surface. Et du coup, c'est ce qui va entraîner tout le mouvement dans le sous-sol, enfin tout le mouvement dans le magma, la dérive des plaques, etc. La matière chaude du centre de la Terre va avoir tendance à remonter et ainsi engendrer un mouvement global du magma. Alors bien sûr, ce n'est pas un liquide comme dans une casserole, mais on se retrouve avec cet effet de convection. Alors par contre, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. En fait, la bonne réponse, elle a été apportée par deux physiciens 50 ans plus tard, M. Bloch et Pearson. Et l'explication complémentaire est la suivante. Ils se disent, ouais, mais en fait, de chauffer un liquide, ça a aussi tendance à changer la tension de surface. Et donc, du coup, qu'on peut montrer plus en détail, c'est que de chauffer un liquide, ça diminue la tension de surface, de manière générale. Et donc, ils sont arrivés avec un mécanisme un petit peu différent, qui est de dire, OK, j'ai du liquide chaud en bas et un liquide froid en haut, ça c'est toujours pareil. Et ils se disent, supposons qu'il y ait une petite instabilité, et qu'il y ait une petite poche de liquide chaud qui se retrouve en haut, pour une raison, je sais pas, par exemple à cause d'une petite perturbation. S'il y a une petite poche chaude de liquide en haut, sa tension de surface va être plus faible que le liquide qui est autour, qui a une température plus basse. Donc température plus basse, tension plus forte. Du coup, ça tire plus fort du côté du liquide qui a une température faible, et en tirant plus fort en tirant plus fort du côté du liquide qui a une température faible, ça va aussi entraîner un liquide, et ça va aussi entraîner ces rouleaux de convection. Et du coup, en fait, la vraie explication de cette instabilité, c'est plutôt ça. Et donc, cette instabilité, depuis, s'appelle l'instabilité de Bernard Marangoni. Marangoni étant un physicien italien qui, dans sa vie, avait pas mal étudié l'écoulement d'un liquide sur un autre et les écoulements sous effet de gradient de tension de surface, c'est-à-dire la tension de surface n'est pas la même d'un côté et de l'autre. Voilà, donc on
on a vu donc un effet donc, en rajoutant un effet déséquilibre donc, en rajoutant un savon, en jouant sur la température et finalement, en finale, on va jouer sur la composition. Ouais. Et donc c'est. Bah, c'est pas toi qui avais prévu l'apéro, José? Ouais, non, je crois que c'est moi. Non, Ah c'est bon? toi qui as prévu Ah non, l'apéro. c'est toi. Moi j'ai une question sur le temps. Est-ce qu'on fait tout ce qu'on a prévu? Oui. Ouais. Ok. Donc c'est moi qui offre. Non, c'est moi qui offre l'apéro. c'est toi qui offre C'est toi qui l'apéro. offre l'apéro. Ah oui, c'est ça, mais c'est Ah moi oui, qui c'est l'utilise. Porto, ouais, Ok. c'est bon. Donc une expérience que vous avez tous faite, c'est ce qu'on appelle les larmes de vin. Et José il le fait avec du Porto parce que. Et alors, on va essayer de voir si vous arrivez à le voir. Donc en fait, qu'est-ce que c'est les larmes de vin? C'est si on dépose du vin, de l'alcool, de l'eau, un liquide alcoolisé. Pas avant la conf, on avait dit. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? C'est ça qu'il faut qu'on voit. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que tu rapproches un tout petit peu. Ah, il faut que je me rapproche bien, ouais, c'est Voilà. ça. Et Et puis il que fallait se mettre sur un truc voilà. du fond. Voilà. Est-ce qu'il y a assez de lumière au fond? Oui, ça va aller. Petit coup de zoom. Moi, je ne sais pas si je les vois. Si. Ah Ah, voilà, on les voit, super, voilà. voilà. Donc ça fait des larmes. Donc, qu'est-ce que c'est que les larmes? Eh bien, ce sont ces coulées qu'on voit sur les bords du verre. Là, on commence à les voir. Voilà, par ici. Donc, il commence à y avoir des coulées. Ah, je vois plus rien. Donc, Si, on voit bien. qui remontent, qui sont comme ça. Bien, alors d'où ça vient? Comment est-ce qu'on peut les expliquer? Eh bien, donc là, José, il avait une... mais je vais commencer par vous faire une petite expérience pour vous dire que ça va... Ce qui se passe, c'est que... Voilà, on va peut-être vous dire ça. Ce qui se passe, c'est que en bas du verre, vous avez du Porto, donc de l'eau et de l'alcool. Et sur les bords, j'ai déposé la même chose, mais au fur et à mesure que le temps s'écoule, eh ben, l'alcool s'évapore. Vous savez que l'alcool s'évapore, ça sent l'alcool, c'est parce qu'en fait l'alcool s'évapore. Et donc la partie qui est sur le haut du verre, c'est de l'eau moins riche en alcool ou avec moins d'alcool. Et ce qu'on veut vous montrer, c'est que quand il y a de l'alcool dans de l'eau, eh bien ça change la tension de surface, parce que l'eau et l'alcool n'ont pas la même tension de surface, donc le mélange va faire quelque chose d'intermédiaire. Alors, une manière de s'en convaincre, c'est de faire cette expérience-là. Encore la même. Et je ne sais plus comment on allume là. Voilà. Donc, de nouveau de l'eau dans la boîte. Hein. On a fait ça plein de fois. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un mélange d'eau et d'alcool sur cette étendue d'eau. Alors là, j'ai mis de l'encre aussi. Donc, j'ai de l'eau teintée et de l'alcool. Et ça ressemble un petit peu à l'expérience de Suminagashi. Et on va voir ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe? Donc il y a quelque chose de très violent qui se passe. Eh bien, c'est que l'eau et dans mon pinceau, j'ai de l'eau avec beaucoup d'alcool. Et donc la tension de surface va être faible. À l'extérieur, vous avez de l'eau pure, et donc la tension de surface est plus haute. Et elle va donc, il y a de nouveau un déséquilibre et qui va donc tirer l'interface à l'extérieur et on va étendre le liquide vers l'extérieur. Ça c'est pour vous convaincre que l'eau plus alcool a une tension de surface plus faible que l'eau pure. Et donc ça nous explique pourquoi les larmes de vin, pourquoi finalement il y a un mouvement du liquide vers le haut du verre. C'est parce que la tension de surface en haut est plus forte qu'en bas. Elle est plus forte en haut parce qu'il y a moins d'alcool. Et donc il y a une tendance au liquide à monter. Il monte, il monte, il monte. Et quand il se retrouve en haut, eh bien, ça fait un bourrelet qui redescend après petit à petit en larmes. Donc les larmes de vin, ça vient encore une fois d'un déséquilibre entre les tensions de surface. Voilà. Alors on va vous proposer maintenant une expérience qui est assez proche de cette expérience de larmes de vin. Qu'on a appelé étalement fleuri de Marangoni. Alors, on ne dirait pas que c'est le printemps, mais c'est quand même le printemps, donc c'est la saison des fleurs. Et puis, c'est des fleurs aussi en hommage à Gustavo Gutiérrez qui nous a présenté cette expérience. Donc, c'est notre Père Noël vénézuélien, voilà, qu'on a perdu récemment, mais qui était venu présenter cette expérience au laboratoire il y a une quinzaine d'années peut-être. Et qui se plaisait beaucoup à présenter cette expérience aux enfants dans des activités du genre Fête de la Science à Caracas. Alors l'expérience est la suivante. Je vais peut-être passer... Voilà, donc on met de l'huile dans un bac, dans une boîte de pétri, et on va déposer dessus un mélange d'eau et d'alcool.
Donc ici, c'est en fait pas de l'huile de tournesol, mais vous pouvez le faire avec de l'huile de tournesol. J'ai choisi de l'huile de pépins de raisin. Pour voir si ça changeait quelque chose. En fait, ça ne change rien. Donc je mets de l'huile de pépins de raisin. Voilà, j'en mets, je sais pas, un demi-centimètre. Et puis, je mets un mélange d'eau et d'alcool par-dessus. Alors là, j'ai mes petits mélanges que j'ai préparés tout à l'heure. Et on va commencer par un mélange. Donc, c'est pas de l'alcool, c'est pas l'alcool qui est dans le vin, c'est l'isopropanol, qui est un autre alcool, parce que ça marche un peu mieux avec celui-là. Disons, il y a besoin de moins d'alcool pour que ce que je vais vous montrer fonctionne. Donc, je mets une petite goutte. Alors, c'est un mélange d'eau. Donc, ici, il y a 75% d'eau, 25% d'alcool et un tout petit peu de colorant qui est du bleu de méthylène pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, si je dépose sur le bain d'huile une goutte de ce mélange, vous voyez une goutte de mélange. Okay. Rien. Enfin, c'est quand même surprenant, c'est que cette goutte flotte, c'est déjà pas mal. C'est pas évident qu'une goutte d'eau ou de beaucoup d'eau flotte sur de l'huile. Alors, puisqu'il ne se passe rien, ou presque, on va essayer un mélange avec un peu plus d'alcool. Voilà. Alors celui-ci contient 40% d'alcool et 60% d'eau donc. Alors, je le mélange un peu parce que j'ai utilisé la même pipette qu'avant. Et puis, de la même manière, je dépose une petite goutte de mélange au milieu de mon bain d'huile de pépins de raisin. Et cette fois-ci, il se passe quelque chose. Vous voyez que cette goutte s'étale beaucoup plus que l'autre. Et en plus de s'étaler, elle se fragmente en une myriade de toutes petites gouttes. Alors on va le refaire. Je vais en mettre un petit peu plus. Donc, spontanément, vous voyez que cette goutte s'étale jusqu'à un rayon qui est à peu près constant. Ça ne bouge pas tellement, ça. Pendant un certain temps. Vous voyez aussi que c'est bleu foncé au milieu, puis bleu clair à la périphérie, et puis de nouveau un peu foncé tout au bord. Donc ça dit que plus c'est foncé, plus la goutte est épaisse localement. Donc c'est épais au milieu, moins épais sur le bord, et puis tout au bord, il y a de nouveau une espèce de bourrelet, de surépaisseur de bourrelet. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est, puisque ça continue de marcher, on va mettre encore plus d'alcool. Donc cette fois, j'ai un petit mélange à 60% d'alcool. Alors, je veux que je remélange, parce que sinon ça ne va pas bien se passer. Donc si je mets 60% d'alcool, alors là, on voit presque plus rien. Je ne sais même pas si... Est-ce qu'on voit? Ah, elles sont vraiment très petites. On devine, mais c'est vraiment de loin, c'est dur. Ouais. La frontière de la goutte est ici, et on voit des toutes petites gouttes. Donc il se passe la même chose, mais les gouttes sont vraiment... elles font peut-être moins d'un dixième de millimètre. Et si je souffle, alors je ne sais même pas s'il se passe encore quelque chose, on va essayer. Je en remets un petit peu. Donc, vous voyez juste la goutte centrale. Et si je souffle dessus, est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on ne voit rien. Ouais. Alors, on va refaire l'expérience une fois avec le mélange un petit peu moins concentré. En tout cas, vous voyez que si je change la concentration d'alcool, je peux contrôler la taille des petites gouttes qui se forment dans cette expérience. Donc la composition du mélange est importante. Voilà, c'est terminé. Je reprends le mélange un peu moins riche en alcool. Donc là, on voit bien les gouttes. Et si je souffle, peut-être je vais en remettre un petit peu plus là.
Si je souffle, je fabrique des gouttes qui sont beaucoup plus grosses. Donc ce phénomène, on peut le contrôler au moins de deux manières. Une manière, c'est de changer la quantité d'alcool qui est dans le mélange. Une autre manière, c'est de souffler dessus, c'est-à-dire de varier l'évaporation. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe autour de la goutte initiale qu'elle est toujours... Ici, là? Non, la première. Voilà, toute première, toute petite. Ah, celle-ci, là? Qui est toujours... Bon, elle est toujours là, elle reste là. Et il ne se passe rien. Il y avait un petit peu d'alcool dedans. L'alcool a dû finir par quasiment s'évaporer. Et puis elle est là, donc elle fait un petit peu obstacle aux petites gouttelettes qui arrivent. Elle les empêche de passer, parce qu'elle est toujours sur la surface. Donc tout le monde est à la surface. Elles se gênent un peu les unes les autres. Ok, alors comment ça fonctionne? Alors oui, ça on peut faire un petit peu de pub pour le projet Lutetium, qui est un projet qui a été démarré par des étudiants de l'école, de l'SPCI, qui ont sélectionné un certain nombre d'expériences, en grande partie faites à l'école, je crois, mais pas seulement. Pour chacune des expériences, on fabriquait un petit film, une petite vidéo de quelques minutes, qui présente le phénomène de manière simple. Et ces gens se sont associés avec des étudiants au cinéma pour avoir des belles images, des étudiants en musique. Donc chaque film est accompagné d'une musique originale qui a été préparée spécialement pour la vidéo. Donc je vous invite à aller voir leur page web et leur chaîne YouTube pour découvrir les quelques expériences. Donc on a eu la chance qu'ils s'intéressent à notre manip. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, s'il y a assez d'alcool, ça s'étale. Donc, si vous prenez une goutte d'alcool pur et que vous la posez sur l'huile, elle s'étale. Si vous prenez une goutte d'eau pure et que vous la posez sur l'huile, elle ne s'étale pas. Et donc, entre les deux, il y a une fraction, une composition critique en alcool qui fait qu'au-dessus de la composition critique, s'il y a suffisamment d'alcool, le mélange s'étale. S'il n'y a pas assez d'alcool, le mélange ne s'étale pas. Par ailleurs, l'alcool s'évapore. Donc cette goutte, elle devient de moins en moins riche en alcool. Mais donc on comprend que ce phénomène doit s'arrêter. Quand il n'y a plus d'alcool, ça s'arrête. On a vu aussi que donc, la forme de la goutte est un peu comme représentée ici. Elle est plus épaisse au centre que sur les bords. Si bien que lorsqu'elle perd de l'alcool, le centre n'est pas très sensible à l'évaporation, parce qu'il est très épais, donc il y a beaucoup de réserves, alors que le bord, lui, est beaucoup plus sensible. Donc s'il y a le même taux d'évaporation partout, le bord devient très vite appauvri en alcool, et donc il se crée une inhomogénéité de la tension de surface. Au bord, il y a plus d'eau qu'au centre, et donc au bord, la tension de surface est plus grande qu'au centre. Et ça conduit à un phénomène qui est un peu similaire à celui qu'on a vu dans les larmes de vin. Ce gradient de tension de surface conduit à une accumulation de mélange vers le bord de la goutte. En tout cas, un drainage de l'alcool du centre vers la périphérie de la goutte. Et à la périphérie de la goutte, on a beaucoup d'eau. Et un mélange qui contient beaucoup d'eau, c'est un mélange qui n'a pas envie de s'étaler. Donc cet écoulement, il se heurte à un mur où la goutte n'a pas envie de s'étaler. Et donc le liquide vient gonfler ce genre de bourrelet qu'on observe à la périphérie de la goutte. Et c'est ce bourrelet qui se déstabilise et qui donne naissance à toutes ces petites gouttes. Ça, c'est une instabilité que vous avez peut-être vue, ou vous avez peut-être vu une variante, disons, en ouvrant votre robinet. Si vous l'ouvrez suffisamment doucement, le petit filet d'eau qui s'écoule du robinet se fragmente pour donner une multitude de gouttes. Donc les cylindres liquides ne sont pas stables et ils se cassent en beaucoup de petites gouttes. Je ne sais plus s'il y avait d'autres explications à dire ici. Non. Alors je crois qu'on a mangé le temps qui nous était accordé, peut-être même presque un peu dépassé. Et donc on va conclure rapidement. Je crois que c'est Benoît qui est chargé de la conclusion. Oui, donc en fait ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'était beaucoup d'expériences avec des objets du quotidien, donc avec pas mal de choses que vous pouvez faire dans votre cuisine. Et on a travaillé donc, dans le livre dont il est question un peu aujourd'hui, on a réuni pas mal de ces expériences ensemble. Elles sont illustrées ici par Naïs. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, il faut que tu passes à ce truc d'après. Donc voilà à quoi ressemble le livre. Donc il y a Étienne qui est avec nous dans la salle. Il y a notre éditeur Christian qui est là aussi. Donc vous avez la chance d'avoir pratiquement tout le monde. Et Naïs, je pensais qu'elle était là. Je sais pas. Si, elle est là-bas. Okay. Il y a aussi Naïs. Donc vous pouvez aussi voir. Donc il y a toute l'équipe qui est là.
Et voilà. Ah, dernière chose, c'est que ce que tu n'as pas dit, Étienne, c'est que la fin de l'expérience ici, on vous propose de repartir à la fin avec une photo. Une photo de cette expérience. Et la Que technique. vous allez faire vous-même. Voilà, Donc, donc la il y a un technique. petit atelier qu'on vous propose de réaliser. Et je vous montre comment faire. Donc là, elle est un petit peu finie Bon, l'expérience, il y a donc, qu'à la faire. mais on va quand même la faire. Non, mais sinon, attends, on en fait une. Tu veux la refaire? Ouais. 32 secondes. Donc ceux qui ont envie peuvent venir. Donc c'est un peu comme les marbrures, mais avec les petites gouttes. Donc quand on est content de ce qu'on voit, eh bien, on peut capturer l'image. Hop. Et là, si on enlève... Oh! Ça c'est juste pour pas un truc. attrapé, Vous voyez non. qu'il ne reste plus rien sur le... Ah, il reste un tout petit peu de... Arrête, parce que tu mets sur un cheveu. Celui-là, il est sec en fait. C'est le papier, Le papier de l'imprimante du laboratoire. Donc voilà, je vous Découpé en montre petits ce que j'ai capturé sur mon papier. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Rien Non, du tout, non, bien non. sûr. Ok. Peut-être à la C'est plutôt comme à la ça, caméra. peut-être, à la caméra qu'on peut voir. Je vais essayer de m'approcher avec de la lumière. Voilà. Là, il y a un peu trop de reflets. On est Faut- devenus des grands Il faut admirateurs de patienter ces... un peu que l'excès d'huile draine et puis après l'éponger un peu assez longtemps en fait pour que ça arrête de rendre. Voilà, donc on vous invite à descendre et faire votre propre étalement fleuri. Et il y a le livre. Hein? Il y a le livre aussi. Il y a le livre aussi. Ah, il y a le livre aussi. Qu'on vous pouvez acheter et qu'on peut vous dédicacer si vous le souhaitez. Voilà, donc on peut vous dédicacer le livre tout de suite. Et on vous propose aussi donc, de faire l'expérience vous-même et de repartir avec un petit Souvenir, voilà. petite papier œuvre d'art Qui vous servira de marque-page. mais plongez-le bien avant de vous servir de marque-page. Voilà, merci.